Yo tout le monde, ça, ce sont mes pieds. Et ça, c'est un billet de 20 $ britanniques. Ça fait environ 24 $ français. Ça, c'est une île, l'île de Wight. Grâce en partie aux deux premiers, j'ai pu aller sur le troisième avec ma caméra. Je suis allé là, et là, et là, ou encore là. J'en ai fait une vidéo, c'était super. J'espère que vous trouverez ça super, ce serait super. Très bon visionnage, c'est parti. Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'accoster sur l'île de Wight par le ferry que vous apercevez encore juste derrière moi. Faut mieux que l'apercevoir parce qu'il est énorme. L'île de Wight, c'est donc oui une île qui est située au large de l'île principale de Grande-Bretagne. Et oui voilà, je suis un nouveau britannique, je dis que c'est l'île principale, je dis plus le machin, non voilà, pour moi c'est une île. Je ne dis pas le continent, je dis que c'est l'île principale, Britannia. L'île de Wight est située dans le sud du Royaume-Uni au large de Portsmouth, Southampton et bien d'autres villes dont personne ne parle jamais et qui portent des noms bien trop difficiles à prononcer si l'on ne parle pas anglais. Wight est séparée de l'île principale par un genre de bras de mer qui s'appelle le Solent et qui n'est pas très large, 2 à 5 km, soit 1090 à 2750 mètres Gims environ. Les seules liaisons entre l'île et le continent ont lieu par bateau puisqu'aucun pont n'a été bâti entre les deux rives. Des zones de débarcation sont installées aux quatre coins de l'île avec une grande concentration bien sûr sur le côté nord. Nous sommes donc maintenant à Fishbourne. L'objectif ça va être de rejoindre Newport qui est au centre de l'île et qui est la capitale entre guillemets de l'île de Wight. Ce sera l'occasion d'expliquer un petit peu comment fonctionne l'île, quel est son statut. Ce que vous voyez derrière tout au loin, je pense qu'on voit à la caméra, c'est tout simplement c'est l'île principale, hein. C'est très proche. On la voit d'ailleurs quand j'étais à Portsmouth, j'avais pas réalisé que ce que je voyais au loin c'était déjà l'île de Wight, j'avais pas capté. L'île est quand même assez fat. Elle fait une trentaine de kilomètres de large sur une vingtaine de kilomètres de haut, ça a un petit peu la forme d'un diamant comme vous l'avez vu dans l'introduction. Et donc comme elle n'est reliée au continent que par les bateaux, qu'il n'y a pas de pont, qu'il n'y a pas vraiment voilà, ça nécessite d'embarquer les véhicules directement sur les ferries, l'île reste entre guillemets assez sauvage, donc c'est aussi ce qu'on découvrira dans cette vidéo. Et j'espère qu'on pourra découvrir ensemble ce petit bout d'Angleterre. En tout cas, ça me tenait à cœur de découvrir cette île cette année. Et puis je vous emmène avec moi comme d'habitude, comme la plupart du temps. Puis on va essayer de s'amuser un petit peu et de découvrir ce petit bout de monde. Afin de ne pas être encombré, j'ai d'abord pensé à déposer mes affaires à l'hôtel. Il était très joli, très confortable, very demure, very mindful. Je ne suis maintenant plus encombré. Cap sur Newport désormais au centre de l'île et je m'y rends par la voie du bus. Voilà donc arrivé à Newport qui est la capitale administrative de l'île de Wight. Alors ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Wight c'est un pays ou... Non, parce que l'île de Wight, alors ça a un statut un petit peu particulier. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, la découpe administrative, elle est absolument absurde. J'ai du mal à la capter encore, je vais essayer de faire avec ce que j'ai. C'est-à-dire que le pays est découpé en comtés. Il y a plusieurs comtés. Il y a des comtés administratifs, il y a des comtés traditionnels, il y a des comtés cérémoniaux. Dans le cas de l'île de Wight, on est sur un comté cérémoniel. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement que c'est une autorité unitaire, c'est-à-dire que l'île de Wight, elle a sa capitale administrative, elle est dépendante évidemment de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, mais elle a de l'autonomie sur certains domaines de compétences. Alors c'est le second plus petit comté du Royaume-Uni après le Rutland, qui est dans le milieu du pays, mais quand c'est marée haute, et ben l'île de Wight devient le plus petit comté du Royaume-Uni parce qu'elle fait 384 km² à marée basse. Tandis que le Rutland c'est 382, mais quand il y a marée haute sur l'île de Wight, et ben on perd plus de 2 km². Alors bam, l'île de Wight obtient le titre honorifique de plus petit comté du Royaume-Uni. Et d'ailleurs, plus que d'avoir cette autonomie partielle, à un moment donné, l'île de Wight a eu une autonomie, on va dire, totale entre guillemets, puisqu'elle a eu une très courte indépendance au XVe siècle. Quand je dis très court, c'est genre 2 ans. Parce que voilà, le roi a dit on va mettre un roi de l'île de Wight et vous serez indépendant. Alors pourquoi? Je ne sais pas, il y a peut-être du copinage. En tout cas, un mec est devenu roi de l'île de Wight, mais 2 ans après, boum, il clame, plus de roi, on n'a pas fait de succession, donc l'île est repassée sous le contrôle complet du roi d'Angleterre. Et depuis, ça n'a pas bougé. Mais donc voilà, tout de même une autorité et une autonomie partielle pour l'île de Wight. Après une petite balade dans les rues de la capitale, j'ai besoin de me restaurer. Et petit tips pour les voyageurs, toujours faire confiance aux établissements remplis en partie de personnes âgées. C'est un gage de qualité. J'ai suivi ce précepte et je n'ai pas été déçu. J'ai même fait de chouettes rencontres dans le restaurant avec ce petit chien et ce couple de visiteurs qui sont en charge d'une maison sur l'île qui était super trop cool. Une fois ressourcé, j'ai pu poursuivre ma découverte de Newport et c'est même une drôle de capitale puisqu'on y voit des tracteurs conduits par des agriculteurs apparemment pas en colère. J'ai
finalement pris un nouveau bus vers l'ouest de l'île, ce qui m'a donné l'occasion de bien visiter le milieu des terres et d'admirer tout le vide qui les composait. Destination donc The Needles, au prix d'une ascension pour le moins vertigineuse. Ok, je suis à quelques mètres près sur le point le plus à l'ouest de l'île de Wight, donc le point qui est le plus éloigné du côté des Cornouailles, vraiment le point extrême de l'île, c'est au bout de ces excroissances de pierre qu'on appelle the needles, c'est-à-dire les aiguilles, parce que elles ressortent comme des aiguilles, vous le voyez depuis la mer. Petite occasion de transition un peu foireuse pour moi, essayer d'expliquer pourquoi l'île de Wight s'appelle l'île de Wight. Est-ce que ça pourrait être pour la couleur blanche de la craie que forment ces monticules, qui forment ces monticules? Eh bien non, parce que Wight dans le nom de l'île, ça n'est pas W-H-I-T-E, mais W-G-H-T, ce qui signifie, attention, le verrou ou le levier. C'est assez logique dans le sens où l'île est un poste avancé de l'île principale et où, dès le départ, d'un point de vue militaire, d'un point de vue commercial, etc., ça a été un point d'entrée et un point clé, étant donné qu'il permet aussi d'avoir le contrôle, ou en tout cas d'engager le contrôle du Solent. En revanche, la question qu'on a le droit de se poser, c'est pourquoi y a-t-il ces excroissances comme ça? Alors l'idée, on pourrait se dire, c'est l'érosion, c'est le temps qui fait ça, en plus c'est de la craie, donc la craie ça s'érode. Seulement, ce n'est pas la seule théorie. Et pour en parler, je vais faire appel à un vrai spécialiste. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode de Amaury, expert en spécialiste. Et comme me l'a demandé Nicolas, je vais vous expliquer tout d'abord le système d'érosion des falaises, puisque je suis bien évidemment un expert dans ce domaine également. J'ai bien évidemment les connaissances pour vous répondre. Premièrement, l'érosion est due au mouvement des vagues de la mer contre la roche calcaire. Voilà, c'est la force des vagues, la force motrice des vagues, qui peut créer parfois une érosion et même un écoulement des roches. Attention, ça c'est un conseil, je vous le dis, attention quand vous êtes aux abords des plages où il y a des falaises à proximité, puisqu'il y a un risque d'érosion. C'est rare, mais attention. La deuxième raison pourrait être la pluie, puisque la pluie peut s'infiltrer dans les roches, dans les trous de la roche, puisque la roche n'est pas parfaite, comme personne d'ailleurs sur cette terre. On a aussi le vent. En effet, un peu comme les vagues, la force énergétique du vent facilite l'érosion, du moins le mouvement. Ensuite, on a bien évidemment la nature des roches. Mais bon. Et enfin, la dernière raison, qui n'a pas été évoquée et qui peut parfois être oubliée, est tout simplement l'activité humaine, puisque la construction de routes ou d'infrastructures peut provoquer des tremblements et faciliter ainsi une érosion, un écoulement. Par exemple, si vous tapez très très fort dans une pierre en craie, en calcaire, avec un marteau-piqueur, il peut y avoir des problèmes. Éviter tout ce qui est donc piétinement. Souvent les falaises sont en hauteur et tomber serait maladroit. Maintenant, j'aimerais tout de même mettre une critique face à l'image que Nicolas nous présente. Outre l'aspect scientifique, que Nicolas nous présente une falaise anglaise. Vous le savez maintenant, je n'ai rien contre les Anglais, mais tout de même, soyons un peu fiers de nos paysages, n'allons pas trop vite en besogne en disant oui, c'est mieux en Angleterre parce qu'ils ont des super belles falaises, machin. Non. Une falaise comme ça, c'est milieu de tableau de 2e division en France. Alors maintenant, je vous ai fait un top 3 du coup de mes falaises préférées. En premier, je mettrai la falaise d'Étretat. Jusque-là, vous allez me dire, oui, tu n'es pas du tout original. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est exceptionnel qu'on doit dire qu'il est surcoté. Non. Je ne souhaite pas que l'on fasse ça. En deuxième, les falaises de Eu. La commune de Eu, qui est rattachée à la commune du Tréport. Il y a une super balade à faire sur la baie d'ailleurs. Et retour d'expérience de vacances de 2017. Avec ces maisons, ça a quand même beaucoup plus de charme, disons-le, que ce que Nicolas nous présente. Vous pouvez louer des petites cabanes en bois qui font également face à la mer, comme dirait Calogero, où dedans on peut mettre tout l'équipement nécessaire pour se baigner, pour profiter du bon temps, notamment des planches en mousse pour faire du surf ou ce genre de petites choses qui sont très sympas en été, je conseille. Je l'avais fait en 2017 aussi quand je m'étais baladé. Enfin, nous avons les falaises de Bonifacio en Corse. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je peux vous conseiller des super livres, notamment le chercheur Pierre Cailloux. Donc je vous recommande tous ses ouvrages, notamment le premier ouvrage de la saga qu'il a fait, L'érosion de la falaise. Et puis ensuite le tome 2,
puisqu'il en a écrit que 2, sur les plus belles falaises de France. Voilà, donc je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bien belle journée, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mon très cher maître, pour cette analyse, vous êtes un homme érudit, je crois que la communauté sait le reconnaître, et érudit en érosion, c'est amusant, ça fait un genre d'assonance, je n'y suis pas insensible. Bref, bon, je suis en pleine redescente de falaise, évidemment, sinon c'est pas bien, et c'est l'occasion pour moi de vous dire un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je parlais beaucoup du Solent, donc c'est-à-dire le bras d'eau qui passe entre l'île principale et l'île de Wight. Oh, j'ai des cheveux dans la tronche, c'est une catastrophe. Savoir, c'est qu'il y a environ 7500 ans, c'était une vallée. En fait, ça n'a pas toujours été en eau, une vallée entre les deux, et hop, un deuxième monticule avant l'océan. Seulement monter des eaux un petit peu, enfin voilà, transformation de l'environnement. Et l'eau a rempli cette vallée peu à peu. Et en parlant du passé, ma transition est vraiment merdique, mais autre anecdote intéressante sur l'île de Wight, c'est qu'elle est surnommée l'île aux dinosaures. Pour y voir un peu plus clair, j'ai décidé de rencontrer Jurassic Jim, ou plus précisément son fils. Il tient une boutique, musée, mais il est surtout un gros fan de dinos et de fossiles, à la différence de Wight, qui est une vraie île, fossile. Il suffisait d'y penser, pas mal. You are saying that the Isle of Wight is nicknamed Dinosaur Island. Yeah, it's Dinosaur Island. It was nicknamed by the Natural History Museum because of how many amazing sort of fossils and heritage it has here, for how many amazing finds it's had. I mean, the island's coast is mainly Cretaceous. Obviously, it goes all around up to like 130 million years old. So we've had lots of famous dinosaurs like the Iguanodon. I saw a lot of things about Iguanodon. I saw that it was the first dinosaurs to be found here. Yeah, it's one of the most complete dinosaurs ever found, and it's currently being, one of them. Obviously, the people are finding it all the time, but the Iguanodon, they have a really amazing skeleton up at the Natural History Museum, which you can go and see, which is one of the most complete dinosaurs ever found. Je lui demande également si on trouve des fossiles d'autres époques. You've got everything from Ice Age as well, so you can find sort of Ice Age horse and croc. You've got turtle here, as well as loads of sea life like your ammonites, and you've got sea urchins, loads of fossil wood if you scour the beaches, especially here in Shanklin. En me renseignant, j'ai aussi entendu parler de pas de dinosaures visibles sur l'île. Je lui demande de m'éclaircir un petit peu sur cette question. Footprints on the island are famous, so if you go over to like Brooke or Compton Bay, you can go down there and find all of the fossil footprints which are left there for everyone to go and see. So you need to make sure it's low tide, but on the beach are literally these giant fossil footprints that have just left a stamp in history on the beach, and it's truly incredible. If you're coming to the island, you've got to go and see them really, because you can't sort of grasp how amazing it is to see something that's just been stomped into history. Yeah. And do we still find like fossils now, or is it finished? Or no, fossils are coming out all the time. So with the island's coast, unfortunately, it's always falling away, and the cliffs, unfortunately, are falling away, making the island smaller, which is a bad thing, but a good thing if you're fossiling, because obviously lots of the fossils fall out of the cliffs. We have lots of people, whether they're coming down on holiday, whether they're going there to excavate actual pieces that have been found and documented, like from the museum, Dinosaur Isle for instance. They'll send them down there to do proper excavations, and then just like yourself, if you can go down the beach, you can look for fossils and find them. Il m'explique que lui aussi est un adepte de la recherche de fossiles. So it's a very much right place, right time, bit like going out fishing. You can go out and might not find anything, or you might go out and find tiny little bit of rolled bone or a tooth or a whole leg bone. En tout cas, cette rencontre était super cool et l'ancien petit rêveur de paléontologue que je suis était très heureux de parler dinosaures. Mais après ça, il s'est mis à pleuvoir, alors je suis rentré à l'hôtel. Alors oui, là c'est pas moi qui parle, il y a un décalage de lèvres, c'est normal. Je me suis douché, j'ai mangé et j'en ai d'ailleurs tiré une observation lifestyle que je vous partage. dans les restaurants, jusqu'ici ça m'énervait quand ils me disaient ah on a plus de ça. Quand c'est un truc, genre je sais pas moi, tu te dis bon bah voilà j'aimerais la pizza aux légumes. Ils disent il n'y a plus d'artichaut. Bon, ça fait chier toujours. Et en général ça me faisait chier. Mais là je me suis dit, mais en fait c'est juste que ils n'en avaient pas prévu trop, il n'y aura pas de gâchis, donc c'est pas plus mal. Donc c'est pas grave. Bon après évidemment, il y a des trucs qui sont graves, il y a des trucs qui sont chiants. Imaginons dans une pizzeria, si on te dit on n'a plus de tomates, donc c'est que des basses crèmes, problème. Parce que si quelqu'un ne peut pas manger de crème, problème. Mais pour des trucs basiques, ça le fait quoi. D'autant plus si la carte est suffisamment fournie, évidemment. Si pareil, si tu vas dans un restaurant de... Non, c'est la même logique, même si tu vas dans un restaurant spécialisé et qu'ils disent qu'il n'y en a plus, bah c'est juste que, bah voilà, ils avaient pas assez prévu et puis c'est tout, bon il n'y aura pas de gâchis. Donc voilà, c'était mon petit constat du soir. Donc là,
Je vais me poser. Demain, on aura une journée un peu moins remplie. Il se passera moins de trucs. Je pense que la seconde partie de la vidéo sera plus courte. Mais il reste des trucs à aller voir. Ce sera presque plus une journée uniquement pour moi. Voilà, je serai égoïste demain. Je serai un petit égoïste. Donc voilà. Sur ce, bonne nuit. Et à demain pour moi. Et à dans quelques secondes pour vous grâce à la magie du montage. Le jour se lève sur l'île de Wight. Et sur de nouvelles aventures. Horrible ce faux entrain, je n'y crois moi-même pas du tout. En tout cas, mes batteries sont rechargées à bloc et je me dirige vers Shanklin, à l'est de l'île, avant de remonter vers le nord et la ville de Ryde. D'ailleurs, en parlant de Ryde, l'île est super accessible sans voiture puisqu'il y a des chemins réservés tout autour de l'île aux piétons, aux vélos et aux cavaliers. Alors pour les non-bilingues, pour expliquer un petit peu cette belle transition, Ride Road Ridden, ça veut globalement dire chevaucher un vélo ou un cheval, voilà, d'où la transition. Je longe ensuite la côte et croise quantité de petites bêtes trop mignonnes mais qui risquent malheureusement de finir en steak et autres gigots puisque l'économie de l'île repose certes sur le tourisme mais aussi sur l'élevage ovin en particulier, même si on trouve aussi des vaches et des lamas. J'ai ensuite rendez-vous à l'abbaye de Coire avec Helen Butler. Alors là c'est un sujet sérieux. Helen c'est la spécialiste des écureuils roux en Grande-Bretagne. Et ce détail, il a de l'importance, ce n'est pas un détail puisque sur l'île principale, les populations d'écureuils roux endémiques ont été remplacées par des écureuils gris arrivés d'Amérique du Nord. Alors je vous mets un petit extrait, on a parlé pendant près d'une heure avec Hélène de ce problème rencontré sur l'île et sur la protection des populations d'écureuils roux sur l'île de Wight, mais j'en ferai un format plus long que je posterai sur cette chaîne dans les semaines à venir. En tout cas, c'était super intéressant. I'm Helen Butler, MBE, and I've worked on the Isle of Wight with red squirrels since 1991. I founded White Squirrel Project in 1993, and that deals with science, monitoring, rehabilitation of squirrels. And then in 2005 I founded the Isle of Wight Red Squirrel Trust, which is all about education. Because of the stretch of water called the Solent, we haven't had the greys come across and colonise as they have on the mainland. At the moment, the numbers are stable. Obviously, when I started, it wasn't long after the hurricanes, and the fashion was to pull hedges out and trees out were coming down. Do they have different personalities? Oh, don't they just as much as we do? They're even left or right-handed. Really? Yeah, some are really thick, some are bright, just the same. Bullies. À suivre donc dans une vidéo dédiée, en tout cas cette rencontre était passionnante et nous l'avons terminée sur une bonne tranche de rire puisque sur qui on est tombé en sortant du bois, où on avait observé les écureuils je précise, sur mes potes du resto, le monde est petit. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre petite virée sur l'île de Wight. Je suis de retour au niveau du port et de l'embarcadère. Alors c'est pas du truc en bois, c'est le truc derrière évidemment. Le bateau n'est pas encore arrivé mais ça ne saurait tarder. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir regardé cette vidéo. Et je dis donc à la semaine prochaine. Et comme j'ai certainement dit dans le montage, il y aura une vidéo retour sur l'île de Wight. En tout cas, je referai une seconde vidéo avec ce que j'ai filmé en faisant un format plus long de ma rencontre avec Helen Butler. Parce que c'était juste trop intéressant. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi et puis alors à la semaine prochaine, normalement. Voilà, ciao.